Bienvenue dans ce 7e épisode de révision du français pour le brevet. Aujourd'hui, nous allons parler du siècle des Lumières. C'est l'un des chapitres les plus importants pour comprendre la littérature d'idées, l'argumentation, la critique sociale et politique, mais aussi la naissance d'une figure essentielle, l'écrivain qui ne se contente pas de raconter des histoires, mais qui intervient dans les débats de son temps. Quand on parle des Lumières, il ne faut pas imaginer seulement une période historique avec quelques noms célèbres à apprendre par cœur. Il faut d'abord comprendre une image. Les Lumières, ce sont les lumières de la raison, du savoir, de l'esprit critique, que les philosophes veulent opposer à ce qu'ils considèrent comme l'obscurité de l'ignorance, du fanatisme, des préjugés, de l'intolérance et de l'arbitraire. L'idée centrale est simple, l'être humain doit apprendre à penser par lui-même. Il ne doit pas croire une idée seulement parce qu'elle est ancienne, parce qu'elle est imposée par une autorité ou parce que tout le monde la répète. Il doit examiner, comparer, discuter, vérifier, argumenter. Le XVIIIe siècle est un moment de transformation profonde. La monarchie absolue existe encore en France. La société reste organisée en ordre, avec une noblesse et un clergé qui conservent des privilèges. La censure surveille les livres. Les autorités politiques et religieuses peuvent condamner des œuvres, interdire des publications, poursuivre des auteurs. Mais en même temps, les idées circulent de plus en plus. Les livres, les journaux, les correspondances, les salons, les cafés, les académies et les bibliothèques deviennent des lieux de discussion. On voyage davantage, on compare les sociétés, on s'intéresse aux sciences, à l'économie, à l'éducation, au droit, à la politique, aux techniques. La littérature devient un espace de combat intellectuel. Les écrivains des Lumières sont souvent appelés philosophes. Mais attention, au XVIIIe siècle, le philosophe n'est pas seulement quelqu'un qui écrit des textes abstraits sur des questions compliquées. C'est un écrivain engagé dans la vie de la cité, un penseur qui veut rendre les hommes plus libres, plus lucides, plus capables de juger. Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau, d'Alembert, Condorcet, Émilie du Châtelet, Olympe de Gouges, Beaumarchais et beaucoup d'autres participent, chacun à sa manière, à ce grand mouvement. Ils ne pensent pas tous la même chose, ils se disputent parfois violemment. Rousseau, par exemple, critique certains aspects du progrès que d'autres admirent. Voltaire et Rousseau ne sont pas d'accord sur de nombreux sujets. Il ne faut donc pas présenter les Lumières comme un bloc uniforme. Ce qui les rassemble surtout, c'est une exigence. Soumettre les idées à l'examen de la raison. Un grand thème des Lumières est la lutte contre l'intolérance. Voltaire est la figure la plus célèbre de ce combat. Il dénonce le fanatisme religieux, les erreurs judiciaires, la cruauté des autorités qui condamnent sans preuve suffisante, la confusion entre justice et vengeance. L'affaire Calas est un moment important. Jean Calas, un protestant toulousain, est accusé d'avoir tué son fils et exécuté en 1762. Voltaire se mobilise ensuite pour faire reconnaître l'injustice de cette condamnation. Son traité sur la tolérance ne se contente pas de défendre une personne, il défend une idée plus générale. Une société ne peut pas être juste si elle persécute les individus à cause de leurs croyances. Voltaire utilise souvent l'ironie. L'ironie consiste à faire comprendre autre chose que ce qui est dit en apparence, parfois même le contraire. Dans Candide, par exemple, il raconte les malheurs d'un jeune personnage naïf qui découvre la guerre, les catastrophes, l'esclavage, la violence, l'hypocrisie et l'absurdité du monde. Le livre prend la forme d'un conte philosophique. C'est un récit bref, plaisant, souvent plein d'aventures, mais qui sert à faire réfléchir. Candide n'est pas seulement une histoire amusante. C'est une critique de l'optimisme aveugle, c'est-à-dire de l'idée selon laquelle tout irait toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Voltaire ne développe pas seulement une thèse de manière directe, il fait passer sa critique par des situations absurdes, des contrastes violents, des exagérations, des dialogues et des effets comiques. Montesquieu, lui, est essentiel pour comprendre la critique politique et sociale. Dans les lettres persanes, publiées anonymement en 1721, il imagine deux voyageurs persans, Usbek et Rika, qui découvrent la France et regardent les mœurs européennes avec étonnement. Ce procédé est très efficace. Faire parler des étrangers permet de rendre étrange ce que les Français trouvent normal. Les habitudes, les institutions, la mode, le pouvoir du roi, l'influence du pape, la vanité sociale deviennent soudain ridicules ou discutables. C'est ce qu'on appelle parfois le regard étranger. Il permet une critique indirecte. Au lieu de dire frontalement « notre société est absurde », l'écrivain fait comme si quelqu'un venu d'ailleurs découvrait cette société pour la première fois. Le lecteur rit, puis comprend que ce rire le concerne. Montesquieu est aussi l'auteur de l'esprit des lois, une œuvre majeure de réflexion politique. Il y étudie les formes de gouvernement, les lois, les institutions, les rapports entre pouvoir et liberté. L'une des idées les plus célèbres associées à Montesquieu
est que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Autrement dit, pour éviter le despotisme, il ne faut pas concentrer toutes les décisions entre les mêmes mains. Il faut organiser les pouvoirs de manière qu'ils se limitent mutuellement. Cette idée nourrira durablement la pensée politique moderne. Mais pour le brevet, ce qui compte surtout, c'est de comprendre la méthode de Montesquieu. Il observe, il compare, il analyse. Il ne se contente pas d'indigner le lecteur. Il cherche à comprendre comment les sociétés fonctionnent. Diderot représente une autre dimension des Lumières, la soif de savoir. Avec d'Alembert, il dirige l'Encyclopédie, une entreprise immense qui veut rassembler les connaissances humaines. Le projet est audacieux. Il ne s'agit pas seulement de faire un dictionnaire. Il s'agit de diffuser les sciences, les techniques, les arts, les métiers, la philosophie, et de montrer que le savoir ne doit pas rester enfermé dans quelques cercles privilégiés. L'encyclopédie donne de la valeur aux artisans, aux métiers manuels, au savoir-faire technique. Elle affirme que comprendre le monde, c'est aussi comprendre comment on fabrique, comment on observe, comment on expérimente. Ce projet est aussi politique, parce que diffuser le savoir, c'est rendre les individus moins dépendants de ceux qui prétendent penser à leur place. Un peuple plus instruit est plus difficile à tromper. C'est pourquoi l'encyclopédie rencontre des obstacles, des interdictions, des attaques. Elle inquiète parce qu'elle met en circulation des idées critiques. Les articles peuvent traiter de sujets apparemment neutres, comme les sciences ou les métiers, mais aussi de notions sensibles: autorité, intolérance, liberté, religion, droit naturel, gouvernement. L'écriture encyclopédique devient donc une arme discrète. Elle classe le savoir, mais elle transforme aussi la manière de penser. Rousseau occupe une place particulière. Il appartient au siècle des Lumières, mais il en est aussi l'un des grands critiques. Il se méfie de l'idée selon laquelle le progrès des sciences, des arts et du luxe rendrait automatiquement les hommes meilleurs. Selon lui, la société peut corrompre l'être humain, développer l'inégalité, la vanité, la dépendance, la domination. Dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, il interroge la naissance des inégalités sociales. Dans Du contrat social, il réfléchit à une société politique fondée sur la souveraineté du peuple et la volonté générale. Rousseau ne se contente donc pas de dire « il faut être libre ». Il demande à quelles conditions une communauté peut être légitime, c'est-à-dire fondée sur autre chose que la force. Rousseau est aussi important pour la littérature du moi. Avec les Confessions, il donne une place nouvelle à l'écriture autobiographique. Il veut raconter sa vie, ses sentiments, ses fautes, ses contradictions. Cela annonce une autre sensibilité qui sera très importante au XIXe siècle avec le romantisme. L'idée que l'expérience intérieure d'un individu peut devenir une matière littéraire majeure. Les Lumières ne sont donc pas seulement le règne de la raison froide, elles ouvrent aussi la voie à une réflexion sur la sensibilité, l'éducation, la nature, l'enfance, la sincérité, la conscience. Un autre aspect essentiel des Lumières est la critique des injustices. Les écrivains dénoncent la torture, l'esclavage, les privilèges, l'arbitraire, les guerres absurdes, les préjugés religieux ou sociaux. Mais il faut rester précis. Les auteurs des Lumières ne sont pas tous révolutionnaires au sens moderne. Beaucoup veulent réformer la monarchie plutôt que la renverser. Certains imaginent un souverain éclairé, c'est-à-dire un roi qui écouterait les philosophes, favoriserait l'instruction, améliorerait les lois, limiterait l'intolérance. D'autres vont plus loin, notamment Rousseau, en remettant en cause les fondements mêmes de l'autorité politique. Le siècle des Lumières est donc un laboratoire d'idées, pas un parti politique unique. La littérature des Lumières utilise des formes très variées. Il y a des essais, des traités, des dictionnaires philosophiques, des articles d'encyclopédie, des pamphlets, des lettres, des dialogues, des contes philosophiques, des romans, des pièces de théâtre. Cette diversité est très importante pour le brevet. Un auteur peut défendre une idée de manière directe, par un raisonnement clair, avec des arguments et des exemples. Mais il peut aussi défendre une idée de manière indirecte, en racontant une histoire, en inventant un personnage naïf, en imaginant un voyage, en créant une situation absurde, en utilisant l'ironie ou la satire. La satire est une arme majeure. Elle consiste à critiquer en se moquant. Quand Montesquieu fait observer les Français par des Persans, il crée un décalage comique. Quand Voltaire montre des personnages qui continuent de justifier l'injustifiable, il ridiculise certains systèmes de pensée. Quand Beaumarchais, dans Le mariage de Figaro, donne la parole à un valet intelligent face à un maître privilégié, il fait rire le public, mais il fragilise aussi l'ordre social. La satire permet de dire des choses dangereuses sous une forme plaisante. Elle protège parfois l'auteur, mais surtout, elle rend la critique plus efficace. L'utopie et le voyage imaginaire sont aussi très utiles aux écrivains des Lumières. Une utopie est la représentation d'une société imaginaire, souvent meilleure ou plus rationnelle que la société réelle. Elle permet de comparer: si un autre monde est possible, alors notre monde n'est pas forcément naturel ni obligatoire.
Le voyage permet le même effet. Un personnage change de pays, de planète, de culture, et ce déplacement permet de regarder autrement ce que l'on croyait évident. La littérature devient une machine à décentrer le regard. Elle apprend au lecteur à sortir de lui-même. Il faut aussi parler de l'éducation. Pour les Lumières, instruire n'est pas seulement remplir la mémoire, c'est former le jugement. L'éducation doit apprendre à raisonner, à observer, à se méfier des préjugés. Cette idée est encore très moderne. Lire un texte des Lumières, c'est souvent voir un auteur qui essaie de réveiller son lecteur. Il ne veut pas seulement qu'on l'admire, il veut qu'on réfléchisse avec lui, parfois contre lui. C'est pourquoi les textes des Lumières posent souvent des questions, multiplient les exemples, provoquent, simplifient pour frapper, puis compliquent pour obliger à penser. Pour analyser un texte des Lumières au brevet, il faut donc chercher la thèse. La thèse, c'est l'idée défendue. Ensuite, il faut repérer les arguments, c'est-à-dire les raisons qui soutiennent cette idée, puis les exemples, qui rendent les arguments plus concrets. Il faut observer les procédés. Ironie, satire, antiphrase, question rhétorique, opposition, hyperbole, champ lexical de la raison, de la liberté, de l'injustice ou de l'ignorance. Il faut aussi se demander si l'argumentation est directe ou indirecte. Un article d'encyclopédie argumente souvent directement. Un conte philosophique argumente indirectement. Une lettre fictive peut faire les deux à la fois. Il faut enfin comprendre que les Lumières ne sont pas seulement un chapitre d'histoire littéraire. Elles posent des questions que l'on rencontre encore aujourd'hui. Comment lutter contre les fausses informations? Pourquoi faut-il vérifier une source? Jusqu'où doit aller la liberté d'expression? Comment combattre l'intolérance sans devenir soi-même intolérant? Le progrès technique rend-il toujours les hommes meilleurs? L'égalité déclarée suffit-elle à supprimer les injustices réelles? Qui a le droit de parler au nom du peuple? Ces questions traversent les textes du XVIIIe siècle et restent vivantes. À retenir pour finir, le siècle des Lumières est le siècle de la raison critique, de la diffusion du savoir, de la lutte contre l'intolérance et de la remise en question des autorités injustes. Voltaire combat le fanatisme et les injustices par l'ironie, le conte philosophique et l'engagement public. Montesquieu critique la société et réfléchit au pouvoir par le regard étranger et l'analyse politique. Diderot et d'Alembert font de l'encyclopédie une grande entreprise de diffusion des connaissances. Rousseau interroge l'inégalité, la liberté, la souveraineté et la sincérité du moi. Le jour du brevet, si vous rencontrez un texte des Lumières, ne cherchez pas seulement le nom de l'auteur. Demandez-vous quelle idée est défendue, quelle injustice est dénoncée, quel procédé rend la critique efficace et comment le texte invite le lecteur à penser par lui-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.